nous allons, si vous êtes d'accord, maintenant passer au tout premier panel qui va s'articuler autour du management de projet, les défis et les innovations. J'espère que vous avez pris note de ce keynote. Si d'aventure il y a des questions, on les abordera à la fin. Alors, je demande à nos panélistes de s'installer. Je vais prendre le soin de les présenter avant de leur passer la main. Alors, je vais commencer par Flora Kona, celle même que affectueusement j'appelle ma sœur. Je la considère, elle ne le sait pas, mais je la considère comme la petite sœur que ma mère m'a pas donnée. Parce que ma mère n'a pas eu de chance, on n'a pas eu la chance d'avoir une fille. Avec nous, nous sommes une fratrie de 4 garçons, dont je suis l'aîné. Donc oui, Flora, sache-le, je ne te l'ai jamais dit, mais tu es la sœur. Quand je t'appelle ma sœur, c'est pour ça, d'accord? Flora est gestionnaire de bureau de projet. Elle est basée au Canada, à Montréal. Montréal. Elle est fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Strategy Projects. Projet, pardon. Flora, sans doute, si j'oublie quelque chose ou si j'exprime mal les choses, tu pourras compléter tout à l'heure. Flora a 15 ans d'expérience en gestion de projet et transformation, aussi bien en Afrique que, en Amérique du Nord, où elle est basée en ce moment. Elle a quelques années baigné, je crois, dans le milieu bancaire. Son expertise est au niveau des gestions de portefeuille, et donc de l'amélioration continue et de la gestion du changement. Flora, pardon, est titulaire d'un DSS ressources humaines, d'une maîtrise de droit et d'un exécutif MBA. Elle compte à elle elle a avec elle, elle est titulaire de quelques certifications, donc le CAPM que vous connaissez, le ITIL et le POCSAI. Elle est aujourd'hui en pleine préparation pour devenir Black Belt en Lean Six Sigma. Élément, certification très, très, très importante pour tout ce qui est conduite du changement et amélioration continue. Flora est très engagée. Elle est secrétaire générale adjointe dans le bureau du PMI Côte d'Ivoire, bien que basée au Canada. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un d'assez dynamique, assez volontaire. Valeur ajoutée, elle veut transformer les défis organisationnels en opportunités de croissance. Voilà ce qui caractérise aujourd'hui notre premier panéliste au Flora. Si on était dans une salle, je vous aurais demandé de l'ovationner. Mais vous pouvez le faire de chez vous, c'est pas grave. Très bien, Flora, je te passerai la main tout à l'heure si tu as des choses à compléter. Flora. On va maintenant passer à notre deuxième panéliste, Monsieur Essoé Aballo, mon frère, mon ami, celui qu'on qualifie, je pense que vous le savez tous, mais je ne peux pas le présenter sans le sortir. Papa n'a un coup KO. Oui. Toujours. Même aux États-Unis, il descend de l'aéroport, c'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord? Donc, j'ai la joie et le plaisir de l'avoir aujourd'hui avec nous comme panéliste. C'est un frère, on s'entend vraiment beaucoup, puis on fait beaucoup de choses ensemble. Donc, merci à toi, mon cher, d'avoir mis entre parenthèses ton programme hyper attendu pour passer un peu de temps avec nous aujourd'hui. Donc, SOE, c'est plus de 20 années d'expérience en gestion de projets, de programmes et portefeuilles dans plusieurs entreprises, IBM, Thales, pour n'en citer que ceux-là. Et il a formé plus de 500 professionnels depuis 2023, avec un résultat qui parle de lui-même. Donc, c'est un mastodonte de la gestion de projet. Son expertise, c'est l'exécution stratégique, la transformation agile, la gouvernance organisationnelle. Il est diplômé à la base d'une licence en informatique. Donc, il sait très bien ce qui se passe derrière l'IA, il sait très bien ce qui se passe devant l'informatique que nous utilisons.
Et puis au-delà de cela, il a un MBA. Sans doute que cet MBA lui a donné des idées pour devenir l'homme d'affaires qu'il est aujourd'hui. Il nous dira. Euh, En termes de certification, excusez-moi, la liste est trop longue, j'en ai peut-être même supprimé. Euh, il est certifié, et c'est un général à plusieurs barrettes, hein. PGMP, PMP, Prince2, Agile, bon voilà, je ne vais pas les citer tous, vous voyez, hein, la liste est longue. C'est pour dire que, aussi bien dans le domaine Agile que dans le domaine prédictif, bon, voilà, c'est son expertise, c'est son domaine. Il est très engagé. Il est engagé dans le standard du PMI, donc il fait partie des relecteurs du PMBOK 8, ce pourquoi il est le mieux désigné pour nous parler tout à l'heure du contenu. Hein. Il est membre du PMOJA, hein, Global Alliance. Sa valeur ajoutée, c'est qu'il anime tous les jours, c'est d'élever les personnes et de cultiver le leadership. Voilà un peu ce que je peux vous dire de la présentation de mon ami et frère Essoé que je vous demande depuis chez vous d'ovationner. Et voilà, et c'est comme si nous étions dans une salle. Maintenant, c'est à vous, chers amis. Est-ce que vous avez des choses à compléter sur votre présentation? Sinon, on rentre dans le dur du sujet. Flora, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je voudrais juste dire merci et puis c'est vraiment un honneur là renouvelé là de pouvoir partager ce webinaire là avec Papa Nain Koukao. Je Bien. dirai pas les choses à venir là, mais tu sais, je sais. C'est ça. Merci beaucoup Serge et puis voilà. Très bien, merci. Et Soraya, toi, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon, allons-y. On y va? Prêt. Bon, Voilà. alors, on va y aller. Je vais vous dire tout de suite la tendance. Nous avons mené une enquête auprès vos côtés, hein. Nous avons notre community manager a lancé un sondage et pour vous demander pour le panel 1, quel sujet souhaiteriez-vous voir abordé en priorité, hein, quand on parle de management de projet, défis et innovation. Voilà les statistiques que nous avons relevées. Donc vous êtes majoritairement, Non, le problème, c'est... Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous coupez votre son, Madame Bey? Merci. Donc, majoritairement, les gens sont orientés vers le chef de projet, les besoins et opportunités. Donc, derrière cela, il faut voir le rôle du chef de projet, son impact, quelles sont les choses qui lui seront présentées. Ensuite, les deux autres éléments sont à égalité, à savoir la partie PMO et le PMBOK 8. Donc, grâce à ça, j'ai orienté mes questions. La toute première que je vais vous poser tous les deux, Flora et Soé, c'est la suivante. Ça touche un peu au défi, hein, et le rôle du chef de projet à venir, puisque ça fait partie des choses que les gens ont souhaité. Dites-moi, comment le rôle du chef de projet a-t-il évolué ces dernières années, notamment face à l'incertitude et à la complexité croissante des projets, selon vous? On peut euh, démarrer peut-être par Flora pour être, comment dire ça, gentleman. Ok. Donc c'est une très bonne question là, avec l'évolution là, des technologies là. Et Zoé nous en dira plus, mais euh, je pense que l'évolution ici pour moi se résume au passage de gestionnaire de tâches à leader stratégique et facilitateur. Donc, on n'est plus comme des exécutants. Là, il faut voir au-delà pour donner de la valeur à certains projets. Donc, pour moi, ici, l'évolution majeure, là, c'est de pouvoir, comme tu l'as dit dans le keynote, là, basculer vers un pouvoir hiérarchique et puis donner de l'influence. Donc, on ne dirige plus vraiment comme autorité, là, mais euh, par l'influence et par l'intelligence émotionnelle. Tu l'as mentionné tantôt. Donc, le rôle est de pouvoir peut-être lever les obstacles et puis de créer un environnement de travail sécurisé et performant pour toutes les équipes qui travaillent avec nous. On passe souvent ici de la planification, là, mais on doit faire preuve quand même de résilience pour intégrer toutes les ressources, l'intelligence émotionnelle, les feedbacks et de pouvoir se réévaluer tout le temps avec des feedbacks
et être vraiment un expert de pouvoir gérer la portée des projets. Donc pour moi ici, là, le rôle critique est de pouvoir soutenir l'évolution business de l'entreprise. Donc, c'est de pouvoir fournir un cadre vraiment hybride, là, de ne pas être trop rigide dans les outils et puis dans les méthodes qu'on utilise. Et puis, avoir ici, en tout cas, faire preuve là de pouvoir avoir des outils stratégiques d'alignement pour, euh, pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Donc, on va passer ici à une valeur ajoutée vraiment essentielle là, pour pouvoir évoluer dans la gestion des projets. D'accord. Merci Flora. Mais même question pour SOE. C'est Ça a ça. des compléments, oui. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, très assis depuis ma position à Abidjan. Donc, désolé pour celles et ceux qui sont dans le froid. Nous sommes dans une bonne chaleur et ça fait du bien. Alors, avant de commencer, je voudrais juste poser une petite question. Est-ce qu'il y a des parents qui nous suivent ici, des gens qui ont des enfants? Levez les mains, on va voir. Ceux qui ont des enfants. Voilà. OK. Bon, ceux qui ont des enfants. OK, super. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens parmi ceux qui ont des enfants, est-ce qu'il y en a qui vivent dans la diaspora, par exemple, surtout dans la diaspora occidentale, France, Europe, Canada, est-ce qu'il y en a ici? OK, je vois certains. Voilà. OK. Et vous allez voir pourquoi je vous pose cette question. Et on va faire un parallélisme. Voyez, nous, personnellement, je suis né dans un village. Là-bas, si tes parents veulent que tu fasses quelque chose, on te dit, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et tu exécutes. Si tu ne le fais pas, la chicotte. OK? Des fois même, avant même de vouloir commettre une bêtise, tu te demandes, est-ce que je le fais? Est-ce que les coups que je vais recevoir en valent la peine? Et toi-même, tu t'autodisciplines immédiatement. OK? Alors, ceux qui ont les enfants, même en Afrique aussi, vous allez voir que les bastonnades que vos parents vous donnaient, maintenant, vous ne faites plus les mêmes bastonnades à vos enfants. Pourquoi? Pourquoi vous ne les tapez plus comme ça? Parce que la société a évolué. La société a évolué, pourquoi? Parce que on a compris que d'abord, il faut savoir que quand on dit le monde évolue, c'est que les gens deviennent de plus en plus indépendants, de plus en plus libres. Et donc, on ne peut plus contraindre les gens à faire ce qu'on veut, quand on le veut, surtout avec la force. Surtout avec la force. Alors, quand on fait le même parallélisme en gestion de projet, on remarque la même chose. C'est-à-dire quoi? Moi, heureusement, ou je ne sais même pas si c'est heureusement, j'ai commencé la gestion de projet depuis 2000, depuis 2007. OK? Depuis 2007, j'ai commencé ma carrière en gestion de projet. Et bien évidemment, à l'époque, c'est vrai que nous, j'étais en Occident, mais en tant que chef, c'est-à-dire que tu portes vraiment le titre de chef, quoi. Tu donnes les ordres, tu fais ça, toi, si quelqu'un ne fait pas, bon, on le chicote, quoi. C'est-à-dire qu'on le chicote avec... En fait, c'est très difficile que les gens te résistent parce que, bon, c'est toi le chef. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les référentiels comme le PMBOK, les, le, le Prince 2 et tout ça parlent de l'humain au centre de la gestion de projet. Même quand on parle de changement, pourquoi on parle de l'humain dans ce processus? Parce que l'homme lui-même a évolué. Vous voyez, vous êtes des papas, des mamans, vous allez au travail, et puis il y a quelqu'un qui vient vous crier dessus, fais ceci, fais cela. Bon, vous voyez que personne n'aime ça. Personne n'aime qu'on vienne lui dire ce qu'il faut faire, comment le faire, et surtout quand le faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui fait que on parle de la transformation de la gestion. En réalité, la gestion de projet, elle est toujours le même. C'est-à-dire que ça n'a pas changé.
l'objectif de la gestion de projet, c'est de réaliser des choses. C'est tout. C'est de quitter d'un point A à un point B. Mais ce qui change, c'est le caractère humain lui-même qui change. Comme nos parents qui nous chicotaient si tu ne vas pas à l'école, aujourd'hui, en Occident, tu ne peux pas taper. Il y a aussi la loi qui est rentrée dedans. Il y a l'évolution même de l'humain qui est rentrée dedans pour dire que si tu veux que ton enfant s'intéresse à quelque chose, ce n'est pas forcément la bastonnade, mais des fois, ça demande de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est de l'écouter. Donc, les papas, ouais, vous avez un groupe de papas et de mamans, et puis bon, vous voulez jouer au grand chef et tout ça. Peut-être ça va marcher, mais bon, derrière, le travail ne va pas bien se faire. Peu importe les outils que vous allez ajouter. Tant que vous n'avez pas maîtrisé qu'au 21e siècle, l'humain a évolué, on ne peut pas le taper, on ne peut pas le forcer, on ne peut pas le pousser, on ne peut pas le contraindre. C'est que vous allez beau mettre tout ce que vous voulez comme processus, procédure, outils, techniques, ça ne va pas marcher. Alors, comme nous, on enseigne le PMP, généralement, beaucoup de nos, ou certains de nos étudiants qui sont surtout en Afrique, ont parfois du mal à comprendre que dans une équipe, l'équipe a le meilleur, c'est-à-dire que l'équipe a le dernier mot sur le chef de projet. Pourquoi? Ça prend le temps pour leur faire comprendre que c'est le mindset du PMI. Alors, ce mindset est calibré exactement à ce qui se passe en Occident. En Afrique, bon, on peut encore faire un peu de dictature. Bon, la preuve, c'est qu'on en a encore qui vivant, moi-même un peu, OK? Mais c'est pour dire que euh, on est obligé, si vous voulez avoir de meilleurs résultats, vous êtes obligé de travailler avec l'évolution anthropologique de l'homme même, de l'humain. Donc, vous ne pouvez plus le bastonner. Donc, bon, vraiment un peu, c'est ce que moi je voulais dire. Je pense qu'il y aura d'autres questions sur lesquelles je vais un peu revenir, mais je voulais que les gens comprennent un peu ce qu'on appelle l'évolution. Ce n'est pas qu'on a créé de nouveaux processus, ce n'est pas qu'on a créé quelque chose de nouveau, mais c'est notre façon de gérer l'humain qui doit s'améliorer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, du coup, j'avais une question, mais je pense que la réponse y est. Du coup, on voit tout de suite très vite hein, le défi qui attend notre futur chef de projet ou le chef de projet dans l'ère de l'IA ou dans l'ère de la transformation numérique. Donc, voilà. Deuxième question, cette fois-ci, je vais l'orienter vers les aspects PMO, puisque c'est aussi une des préoccupations de nos participants. Et j'adresse cette question à Flora. Et comment percevez-vous, perçois-tu hein, l'évolution du PMO dans les organisations modernes vers plus de gouvernance? Est-ce vers plus de gouvernance, vers plus du support ou plutôt plus orienté stratégie? OK. Les PMO dans les organisations modernes, peut-être que je vais faire aussi une allusion là, à ce que Papa Nain Koukao vient de mentionner, mais c'est comme un changement et je pense que ça peut intégrer les trois aspects. Donc, plus de gouvernance, plus de support et plus de stratégie. Donc, on va les intégrer vers l'intégration des trois pour un rôle plus stratégique. Donc, le PMO moderne doit être un PMO hybride qui va réunir tous ces trois aspects et qui soit capable ici de s'adapter au niveau de support parce qu'il y a différents PMO, mais il faut que les PMO puissent s'adapter aux différents supports là que ce soit de support, de gouvernance ou technique. Euh, Par exemple, pour le PMO support, il faut automatiser, il faut emmener les outils numériques. Et tu en as parlé tantôt là, il faut aussi amener l'IA pour pouvoir automatiser et puis pouvoir déléguer certaines tâches administratives, comme, je dirais, le reporting ou les consolidations, là, pour que le PMO puisse se concentrer sur l'amélioration continue des pratiques et puis aussi, comme Essoé l'a dit, pour l'accompagnement humain. Donc, sur ça, ce PMO-là peut se concentrer sur l'automatisation des outils numériques. Pour les PMO qui se concentrent vraiment sur la gouvernance,
ben, ce n'est plus, par exemple, de passer à un contrôle strict, mais de pouvoir avoir une gouvernance flexible et puis une gouvernance qui puisse s'adapter à l'environnement de l'organisation. Donc, on peut notamment créer un cadre vraiment agile là, pour pouvoir s'épanouir en équipe et puis quand même de maintenir une certaine transparence. Une certaine transparence et puis le contrôle aussi des investissements. Je pense que ça peut être un point de contact entre la direction et puis les équipes qui exécutent l'ensemble des projets. Donc, pour celui-là, là, c'est vraiment plus, on passe de vraiment de la complexité là, de, à de l'agilité pour les PMO qui s'occupent essentiellement de la gouvernance. Mais il y a un autre aspect je pense, qui ressort le plus là, depuis ces dernières années, là, c'est la création de la valeur. C'est là que réside vraiment toute l'évolution la plus significative, là, de pouvoir donner, de pouvoir créer de la valeur pour les projets qu'on entreprend. Donc, le PMO là peut être un partenaire vraiment stratégique pour créer de la valeur. Donc, on ne devient plus un PMO qui suit à la lettre les différents livrables, un Gantt qui fait des réunions interminables, là, mais ça devient un PMO, un Value Management Officer, si je peux dire ça comme ça, là. Donc, son principal indicateur sera ça sera plus vraiment de respecter les deadlines, ce qui est très important, en parenthèse, ce qui est très important, mais d'assurer la valeur métier et puis le retour sur investissement, c'est ce qui parle le plus aux dirigeants, le retour sur investissement. Donc, quand on embauche quelqu'un, là, c'est pour pouvoir avoir un retour sur investissement, donc pour pouvoir mieux gérer les portefeuilles projets. Donc, ici, ce serait vraiment un agent de transformation au sein des organisations. Euh, donc aujourd'hui, quand on parle de PMO, le PMO le plus performant là, va intégrer les trois rôles, là, le support, le stratégique, la gouvernance, et il doit fournir, en plus de support, mais il doit fournir aussi un minimum de gouvernance et puis surtout de flexibilité. Il faut être assez flexible là, sur ces trois aspects-là pour assurer, je pense, que les organisations investissent plus sur les ressources et puis qui peuvent emmener une grande valeur ajoutée là, au projet. Donc, ça intègre ces trois aspects, mais je pense que ces trois aspects-là regroupent là, le fait que, on doit plus apporter de la valeur au projet qui s'intègre vraiment dans les, on va dire, dans les objectifs de l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup Flora pour cet éclairage. Je vais maintenant m'orienter vers SOE. Cette fois-ci, je vais quitter le monde PMO pour revenir un peu au monde des formations, hein, pour aller vers la gestion de projet, puisque une des préoccupations de nos participants, voilà, c'est les opportunités et les formations à avoir pour être le bon chef de projet qu'on attend. Il y a des statistiques qui ont été partagées par le PMI au cours de cette année où il a été démontré qu'à l'horizon 2035, donc dans 10 ans, hein, il va y avoir un pic de demande de personnes qualifiées en gestion de projet. On parle de plus de 64%, hein, de croissance en termes de demande, ce qui représente des millions, hein, de chefs de projet dans nos différents pays. Alors, face à ce qui nous attend, ma question pour SOE est de savoir quel type de formation ou de mise à niveau, hein, les chefs de projet aujourd'hui doivent entreprendre euh, pour être le meilleur et pour rester vraiment compétitif dans le domaine. C'est ça. Ouais, merci. L'éternelle question, hein. Encore une fois, le monde ne change pas. Il est le même. Le monde a besoin des gens efficaces. Le monde a besoin des gens capables de prendre des actions. Une formation, elle n'est pas toujours pareille pour tout le monde. La première des choses à faire, c'est de faire de l'introspection. Quelles sont vos faiblesses? Quelles sont vos forces? Mais si vous voulez avoir de l'impact dans la vie,
surtout dans la carrière de gestion de projet, vous devez savoir que le challenge pour un chef de projet, c'est de pouvoir fédérer les équipes qui vont travailler vers un objectif commun. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, si vous-même intérieurement, vous êtes quelqu'un de méchant, il faut déjà soigner ça. Peut-être les pasteurs peuvent vous aider. Je ne sais pas. Ok. Donc, il faut commencer par là. Il faut être gentil avec les gens. Il faut, au-delà, ça dit que au-delà de votre compétence, je veux dire, de votre matière grise, technique, voilà, ingénieur télécom, ingénieur génie civil, journaliste, ça, c'est des acquis que vous avez, OK? À travers l'école, à travers votre expérience professionnelle, c'est bien. Mais une fois que vous êtes dans la peau d'un chef de projet, la première des choses à faire, c'est de ce qu'on appelle le développement personnel. Découvrir qui vous êtes, quels sont votre style de leadership. Est-ce que vous êtes un dictateur né ou bien est-ce que vous êtes un timide qui ne sait pas parler? Quand on te pose une question, tu commences à secouer. Donc ça, c'est des petites choses que vous devez soigner. Donc, ça prend plusieurs formes. Les formations, il y a de petites formations sur savoir parler la parole en public, mais moi, j'ai 5 compétences sur lesquelles je dis toute personne qui veut réussir sa carrière devra absolument avoir, peu importe son domaine de métier. Le premier, c'est la vente. Savoir vendre et savoir se vendre. Pour un chef de projet, ce n'est rien d'autre que vendre la performance de vos équipes parce que parfois vous dirigez une équipe, il y a quelqu'un qui dit, ton équipe ne fout rien. Il faut avoir la capacité de leur démontrer le contraire. Parfois, tu as une équipe aussi qui ne croit même pas au projet auquel tu es en train de faire. Il faut avoir la capacité de les faire voir l'avenir. Donc, c'est ça le rôle d'un vendeur. Quand on parle de vendeur, il y en a qui pensent que on leur demande d'aller transporter de l'eau pour aller au marché pour vendre. Non, c'est pas ça. C'est votre capacité à convaincre l'autre, votre capacité à transmettre vos idées, votre capacité à les faire voir ce qui n'est pas visible. C'est ça la compétence de vendeur. Deuxième, deuxième compétence, il faut apprendre le marketing. C'est vrai qu'on a appelé ça comme ça. Le marketing n'est rien d'autre que votre capacité à dire aux gens que vous êtes beau. Parce que parfois, vous faites le bon travail, vous travaillez bien, tout de suite, toute modestie gardée, Serge est très, très compétent dans ce qu'il fait, mais d'entrée, il disait que, bon, c'est un exercice que je n'aime pas faire pour parler. C'est vrai, ça, c'est la maladie de l'ingénieur. L'ingénieur, il est très efficace dans son travail, mais il n'aime pas parler de ça. Il est timide. Nous aussi, on a eu ces problèmes, mais on s'est soigné. OK? Donc, il faut savoir parler de ton travail. Il faut, si tu as bien fait, on ne dit pas de dire ce que tu n'as pas fait. Si tu as bien fait, dis, chef, voilà, je viens de faire X, Y, Z. Bon, voilà, voilà, il faut savoir vendre ton travail. Troisième compétence, le leadership. Un leader, c'est quelqu'un qui sait diriger les gens. C'est tout simplement ça. Dans nos formations, on donne un exemple très clair. Le management et le leadership, c'est deux choses, c'est deux compétences différentes. Le manager, c'est quelqu'un qui vous mettra tous les processus sur lesquels vous devez suivre. Le leader, c'est quelqu'un qui t'explique pourquoi c'est bien pour toi de suivre ces processus. Et ça prend plusieurs formes. L'écoute tentative, les gestes, et voilà, la présence et plein d'autres choses. Ouais, ça, c'est des choses que l'argent n'achète pas, hein. Vous avez beau avoir de l'argent, vous connaissez déjà cet adage, l'argent n'achète pas l'amour, c'est vrai. Pour que vos enfants vous aiment profondément, ce n'est pas toujours forcément l'argent que vous leur donnez. C'est l'attention que vous leur portez, c'est la présence que vous accordez, plein d'autres choses. Donc, ça, c'est des petites choses que vous devez faire. Maintenant, quatrième compétence, c'est savoir écrire. Écrire votre pensée, le transmettre aux gens. Ça, c'est important. Donc, Hum, ces compétences, peu importe, même si vous êtes ingénieur mécanique, ingénieur quoi, vous devez l'avoir pour pouvoir réussir. Et c'est les mêmes problématiques partout. Donc, ceux qui demandent les formations, oui, c'est vrai de faire, je pourrais vous dire, vous faites le PMP et tout ça. C'est vrai que tout ça est impliqué, mais je pense qu'il faut commencer un peu à se soigner pour que vous soyez vous-même, tant que vous êtes bien dans votre peau, je pense que le reste vient facilement. Donc, si, c'est un peu ce que moi je voulais dire. Voilà. Parfait.
Merci beaucoup, merci beaucoup. On va continuer tout en regardant un peu les attentes des uns et des autres, hein, on vous a consulté pour savoir ce qui vous préoccupait. Vous nous avez donné des réponses. On va tenter d'y répondre. Euh, une question pour Flora. Peux-tu partager un exemple d'innovation qui a réellement transformé un projet dans lequel tu as été impliqué et à l'inverse, une innovation qui a échoué? Euh, Et donc, quelles leçons en tirer? OK. Euh, pour l'innovation, en tout cas pour la réussite ou l'échec, me, je veux pas me focaliser sur l'outil que j'ai utilisé, mais on va dire, sur la valeur ou sur la prise de décision, en tout cas, la valeur collaborative que ça a été. Donc, c'est pas forcément dans l'exemple que je vais donner là de l'innovation qui a réussi, là, c'est pas forcément dans le métier que j'exerce aujourd'hui, là, mais c'est dans l'ensemble là de toutes les positions que j'ai eues. Mhm, Donc, j'ai été impliquée dans un PMO, dans une entreprise de vente, là, où il y avait des projets qui sortaient de toutes parts, là. Et tout le monde, toutes les équipes étaient à capacité, sur capacité même. Donc, ce qui entraînait, en tout cas, des démarrages, on démarrait les projets là à tort et à travers, là. Euh, et ça entraînait vraiment on va dire une confusion là totale là pour les priorités. Donc, on va dire l'approche traditionnelle là de pouvoir faire un planning prédictif là n'a pas fonctionné. Donc, il fallait trouver autre chose. Euh, donc, ce que j'ai intégré, c'est les principes de Kanban, les différentes cartes c'est pour ça. pouvoir aller d'un point A à un point B. Et puis, on a créé un flux, un tableau de flux, ce qui était visible pour les équipes, mais aussi pour la direction. Donc, pourquoi pour Mhm, la direction? Parce que ça permet de pouvoir avoir des décisions claires et rapides, visuellement. Et puis, de pouvoir avoir des décisions dans le comité de priorisation plus efficaces. Donc, on a fonctionné comme ça, là. Et puis, euh, la direction a été forcée de prendre des décisions claires et rapides sur, par exemple, sur une trentaine de projets, là, 5 projets prioritaires, plutôt que de laisser tous les projets en attente là, et puis de voir ce qui va se passer. mhm, Donc, ce qui a permis ici de pouvoir, on va dire, avoir un délai de mise en marché plus rapide, au lieu de pouvoir laisser les projets en attente et puis de savoir ce qui va se passer, ben, avec le flux Kanban, là, de voir exactement qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Et puis, en pratiquement 6 mois, là, on a résolu à peu près 40% là, on va dire des projets stratégiques, là. Donc, je veux pas fustiger l'outil, mais c'est peut-être là la manière de pouvoir gérer l'organisation autour là qui a fait que le flux Kalman a fonctionné. Donc, ça, c'était comme la petite innovation. mhm, Donc, pour pouvoir maintenant pour à l'inverse là, ce qui n'a pas fonctionné, c'est encore là, je vais pas faire, je vais pas discréditer l'outil là, mais je vais pointer quand même la mise en œuvre. c'est Euh, ça. donc, on a déployé un outil là de gestion, que ce soit Jira ou un autre outil pour pouvoir expérimenter le dashboard, les gouvernances et tout ça. Mais ça brûlait plus du gaz de façon administrative que autre chose. Mhm, Donc, ça donnait plus de travail, alors que c'était pas dans les objectifs premiers. L'objectif premier, c'était de réduire la capacité administrative. Mais, on ne sait pas là, mais c'était comme
un outil à gaz administratif là, au lieu que ce soit autre chose. Donc, on passait plus de temps à saisir les informations qu'à gérer l'outil. Donc, l'outil est devenu comme, en tout cas, l'objectif a été détourné là, et puis c'est devenu comme un trop de données. Donc, la leçon qui était attirée de ça là, c'était que l'outil doit être au service de l'équipe et non le contraire. Mhm. Donc, l'outil doit être au service de la direction et non le contraire. Donc, introduire des fonctionnalités complexes, même si c'est une très bonne application, là, de le faire étape par étape, toujours en impliquant la gestion du changement, d'expliquer pourquoi on utilise cet outil, comment on va utiliser cet outil, et puis de le faire étape par étape, pour avoir vraiment une valeur immédiate, puis une valeur claire, là. Donc, c'est vrai que l'innovation technologique ou technique, là, échoue si l'humain n'est pas prêt. Donc, dans ce que tu as dit dans ton keynote, dans ce que SO a dit dans toutes les questions, là, l'humain est toujours au cœur de la gestion de projet, que ce soit administratif ou que ce soit les outils. Donc, tant que l'humain n'est pas prêt en tant qu'humain, là, il ne pourra pas absorber que ce soit les processus ou les outils. Donc, l'échec n'est pas un outil, là, mais ça doit être quand même une méthode là, de pouvoir déployer autre chose, mais avec quand même une bonne dose d'accompagnement là, dans le changement. Donc, je le redis encore, là, je fustige pas l'outil, mais il y a une gestion du changement là, qui devait être autour de ce lancement-là. Donc, voilà ce que je peux donner là comme rapidement là comme deux exemples là, de réussite et puis d'échec, là. Très bien. Merci beaucoup, merci Flora pour cette illustration. C'est du cas concret, hein. C'est toujours au mieux de partager du vécu. Ça sort un peu de l'ordinaire de la théorie. Donc, merci pour ce partage. On va maintenant aller faire un arrêt sur le fameux PMBOK 8, hein, qui fait aussi objet des attentes de nos participants. Le PMBOK 8 apporte une rupture importante avec les versions précédentes. Et selon toi, SOE, quels sont les éléments les plus innovants de cette nouvelle édition? S'il y en avait une, enfin, s'il y en a plusieurs, oui. Et s'il y en a une qui fait la différence, ce serait quoi? Oh, en gros, il y a pas de grand changement, hein. Faut savoir que le PMI, j'avais déjà expliqué ça dans un podcast en anglais, malheureusement, qu'on a fait, euh, que, en fait, il faut suivre l'historique de ce qui s'est passé. OK? Je suis toujours persuadé que si quelqu'un aujourd'hui prend le PMBOK 4 pour étudier, il a de fortes chances de réussir son examen. All right? Il y a quand même quelques nuances. Le PMI commence à parler d'un certain nombre de choses plus importantes maintenant. On quitte le mindset processus. Donc, ça fait allusion à ce que je venais de dire d'entrer sur l'analogie de la famille, des enfants, comment on élève les enfants. Avant, il suffisait de leur interdire ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'il faut faire. Moi, j'ai des amis qui ont fait, j'ai un ami qui a étudié la médecine juste parce que c'est son papa qui voulait. Lui ne voulait pas du tout, mais il l'a fait pour respecter son papa. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible d'imposer à ton enfant d'étudier la médecine même si celui-ci ne veut pas? Vous voyez, ça va être très, très compliqué. Donc, pour revenir au PMBOK 8, euh, il faut savoir que le PMBOK, depuis 1995 jusqu'en 2016, il a suivi un changement plus ou moins maîtrisé et chronométré. Chaque 4 ans, il y avait une publication. Chaque 4 ans, il y avait une publication. Donc, le PMI, en tant qu'organisation, a fait face à des événements endogènes ou exogènes, pardon, des événements exogènes qui ne dépendaient pas d'eux. C'est l'avènement des méthodologies agiles, l'avènement du manifeste agile dans les années 2000
Et tout doucement, vers les années 2010, 2009, 2010, l'agilité a commencé à prendre le dessus, à s'installer pratiquement partout, au point où les gens ont commencé à dire, non, le PMP, c'est du vieux, c'est de la vieillerie, il faut laisser tomber, ce n'est pas ceci. Alors, le PMI, comme toute personne, on réagit toujours émotionnellement face aux choses qui nous arrivent. Et eux, pour corriger, c'est-à-dire qu'ils ont voulu dire au monde, non, 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 nous, on n'est pas old school, hein, on tient encore. Ils créent dans la foulée le guide pratique agile qui est sorti en 2017 avec une certification à la clé, Agile Certified Practitioner. Donc, c'était la réponse qu'ils ont apportée euh, aux gens qui disaient l'agilité, c'est maintenant, c'est mieux. Moi, je me rappelle quand je voulais faire le PMP, j'avais plein de collègues qui m'avaient dissuadé. Non, 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 don't do des PMP. Hein, il faut faire le SPM, le PSM. Voilà. Et c'est quand le PMI fait sortir le guide pratique agile, ils se sont rendus compte qu'ils ont merdé. En réalité, après, les gens se rendent compte que oui, c'est vrai, il y a l'agilité, mais il y a la gestion de projet. L'agilité, comme le prédictif, ce n'est que des modes de fonctionnement. Donc, pour corriger ça, ils ont sorti le PMBOK 7 pour dire, hey, hey, les amis, la gestion de projet, c'est avant tout prédictif, itératif. Donc, on a défini encore plusieurs méthodes de traduction. Donc, l'idée de sortir le PMBOK 7, les gens qui disent, par exemple, que les processus sont revenus, en réalité, les processus n'avaient jamais quitté. OK? Les processus n'avaient jamais quitté le PMI. Ça a été toujours là, mais c'est resté dans le PMBOK 6 qui avait le processus et le PMBOK 7 avait pour objectif de dire aux gens, non, la gestion de projet doit rester un certain nombre de principes. C'est à partir du PMBOK 7 qu'on introduit les principes, les 12 principes de gestion de projet sur lesquels eux-mêmes se sont inspirés du manifeste agile, parce que c'est le manifeste agile qui a introduit le concept de principe et de valeur. OK? Ils se sont inspirés aussi, comme tout le monde. Donc, quand il faut sortir le PMBOK 7, ils se disent, ça ne vaut pas la peine de parler des processus. On veut juste rappeler au monde que la gestion de projet, c'est sur un certain nombre de processus et un certain nombre de performances. Bon, là aussi, les critiques, ah non, vous voyez, tout ça, maintenant, les gens ne savaient plus qu'est-ce qu'il faut étudier pour faire le PMBOK. Vous avez le PMBOK 6 qui est encore actif, vous avez le guide pratique agile qui est actif, vous avez le livre jaune là, bon, le PMBOK 7 et le PMI se dit, OK, maintenant, on va mettre le PMBOK 7 pour dormir. Donc, pour faire dormir le PMBOK 7, on sort le guide des processus. OK? Le livre orange. On sort le guide de processus et on dit, pour passer le PMP, tu as le guide pratique agile, le livre orange et le PMBOK 7 qui chapeaute les deux. Bon, maintenant, ça devient un peu lourd parce que déjà, les gens se plaignaient, il y avait trop de pages, 900 pages dans le PMBOK 6, plus, oh, tout de pages. Donc, ils ont optimisé. Et donc, le PMBOK 7 vient en réponse. C'est-à-dire que, en fait, c'est toute une erreur qu'on a corrigée pendant près de 6 ans. Donc, maintenant, dans le PMBOK 7, qu'est-ce qui se passe? Il y a même Le 8 ou le un 7? livre Le 8 ou le qui 7? n'est pas volumineux. Donc, même les processus, on n'en parle plus trop, on ne détaille pas trop, on cite juste le truc. Mais le PMI ne compte pas décommissionner le guide pratique agile et le guide des processus. Ces deux livres vont rester continuellement dans lesquels on mettra plus de détails sur les processus pour le prédictif et les processus agiles. Et le PMBOK, lui, restera comme un livre de synthèse dans les deux. Donc, en gros, dans le PMBOK 7, il n'y a pas d'innovation majeure. Ce qu'on a fait, on a fait de l'optimisation. Par exemple, dans les 49 processus qu'on connaissait avant, les 10 domaines de connaissances, on parlait du groupe de processus périmètre et qualité. Donc, on les a joints en même temps parce que qui parle de périmètre parle de qualité. Donc, au lieu d'en faire deux, on en fait un. Il y a aussi la gestion des parties prenantes et la communication. L'une des raisons pour laquelle on identifie les parties prenantes, c'est de communiquer. Donc, on les a mis en un. On a introduit maintenant un nouveau module qui a toujours été là-bas, mais silencieux, la gouvernance. La gouvernance a été toujours présente dans la gestion de projet, mais silencieuse. Maintenant, ils en ont décidé d'en faire
un plus visible. Donc, ils ont fait un domaine visible, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, je pense que même pour les gens qui ont étudié les anciennes versions, vous n'allez pas vraiment vous perdre. OK? C'est pas un grand changement majeur. Par contre, ce que le PMI insiste maintenant, la création, le système de création de valeur qui avait été introduit lors du Pinbox 7 a pris maintenant le milieu central. C'est le sujet capital maintenant, la création de valeur. La valeur, ce n'est pas seulement les livrables. La valeur aussi, c'est la satisfaction clientèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus suffisant de faire une formation à quelqu'un et tu dis, bon, moi j'ai fini de faire ma formation, au revoir. Donc, il faut faire la formation et s'assurer que la personne est satisfaite. C'est ça, là. C'est-à-dire que quelle transformation la personne qui a suivi ta formation a. Donc, pareil, il suffit plus de construire une maison pour quelqu'un. Il faut que celui qui a commandité cette maison soit satisfait que oui, les conditions même d'accueil, de remise de clés, tous ces processus-là rentrent dans la création de valeur. Donc, c'est un peu ça. On revient encore sur l'évolution même de l'humain. Parce qu'avant, bon, quelqu'un te commande un travail, bon, tu fais, tu dis, bon, mon gars, moi j'ai fait mon travail, donne-moi mon argent, au revoir. Aujourd'hui, la relation humaine a évolué. Même si c'est quelqu'un qui te donne peu d'argent, tu es obligé d'être plus humain. Donc, tout ça rentre pour cadrer avec nos réalités d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Juste pour nos participants, je pense que SO est tellement dans son élément que tantôt il a beaucoup parlé de Pembroke 7, mais comprenez que c'est le Pembroke 8 dont il veut parler. OK, ouais, c'est ça. Ouais, D'accord? Mais dans la même foulée, je voudrais. Il y a eu beaucoup de communication depuis décembre, depuis novembre, que ce document est sorti, le Pembroke 8 est sorti. Est-ce que en une minute, tu peux nous donner un peu une sorte de séquencement des choses, de calendrier des choses par rapport à ce PM-Book 8 versus examen. Hein, on parle de, oui, il va être mis en application à partir d'une certaine date, il va sortir, les examens vont commencer officiellement en juillet, mais qu'est-ce qui va se passer avant? Voilà. Est-ce que tu peux un peu éclairer nos c'est ça. participants avec ça? Oui. Bon, déjà, celles et ceux qui préparent le PMP. Le PMA dit officiellement que l'examen change en juillet 2026. C'est faux. Il a changé. OK? Mhm. Ils ont commencé. Vous allez voir qu'il y a des gens qui tapent poteau mal, mal même ces derniers À temps. ça, je peux OK? comprendre. Voilà. C'est déjà changé. La date, elle est juste un milestone. Ils testent déjà les questions. OK? Deuxièmement, ne vous fiez pas forcément au livre pour vous préparer à l'examen. Parce que l'examen de PMP n'est pas basé sur les livres que vous lisez. Il y a un petit livre qu'on appelle le guide, les grandes lignes du contenu d'examen, qui a les tâches et tout ça. Alors, ce qui change, l'examen de PMP a été toujours sur trois domaines, trois grands domaines. Il y a quelqu'un qui parle là. Donc, il y Est-ce a que peut-être... vous pouvez couper votre son, s'il vous plaît? Malik, ici, tu peux identifier la personne et couper son son parce que je... Ouais. C'est beau Donc, maintenant. euh, il y avait Il y a des micros qui sont ouverts. il y a trois grandes catégories de questions que vous avez. Votre connaissance sur la gestion des processus de gestion de projet, votre connaissance sur la gestion de l'homme et votre connaissance sur la gestion de, de l'environnement des affaires. Donc, ce qu'on peut appeler entre guillemets la compliance. OK? Avant, la compliance avait juste 8% des questions. Maintenant, c'est augmenté à 28. Moi, j'ai regardé les 5 derniers résultats de nos candidats. Curieusement, ils ont tous eu de faibles notes sur le business environment. Moi, ma conclusion, c'est que ils ont déjà commencé à augmenter les questions. Les questions changent. Deuxième, avant l'examen, le PMA disait que les questions agiles et prédictives sont 50-50. Maintenant, c'est 60% des questions agiles et prédictives et 40% des questions prédictives. Qu'est-ce que je raconte? 60% des questions agiles et adaptatives, hein, ou hybrides et 40% des questions prédictives.
Et ça aussi, ça a commencé à changer. Donc, n'attendez pas forcément. C'est-à-dire que lisez, si vous êtes, vous êtes à une semaine, à 2 semaines de l'examen de PMBOK, de PMP, lisez le PMBOK 8 pour vous imbiber déjà de nouvelles expressions. Mais en gros, ça ne change pas littéralement. Les questions business environment ont augmenté. C'est tout ce qui est compliance, l'éthique et la déontologie, le respect des normes qui sont fixées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si je peux dire de façon ramassée, c'est vraiment ça, quoi. OK? Ok. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. SOE. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont communiquées sur différents canaux, ouais, mais en tout cas, ça fait du bien de l'entendre aussi de cette façon. Nous allons aller vers la conclusion de ce panel-là. Euh, le temps, on est tellement bien installé qu'on ne voit pas le temps passer, hein. Mais bon, il y a d'autres sujets derrière. Donc, je vais vous poser à tous les deux une question pour conclure ce panel. On va commencer donc par Flora. Et aujourd'hui, quelles croyances sur la gestion de projet devons-nous absolument abandonner pour mieux se préparer à l'innovation, à l'ère de l'innovation qui nous attend, ou qui est en train de nous frapper d'ailleurs? Ok, très bonne question pour terminer. La croyance à abandonner, Hmm. euh, c'est le fait c'est le respect du plan initial comme indicateur de succès. Ça, c'est ce qu'il faut abandonner. Stick to the plan. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut s'adapter, comme on l'a dit, il faut être agile, il faut savoir se fondre dans son équipe, mais toujours comme valeur ajoutée, la respecter l'humain. Donc, je pense que c'est cette croyance-là qu'il faut abandonner parce que c'est vraiment un frein majeur là, à l'innovation. Parce que quand on est straight to the book, là, tout ce qui est autour, qui navigue l'IA, intégration des nouvelles technologies ou des nouveaux outils numériques, là, on est comme fermé à ça. Et puis, on se contente de suivre notre petite Excel ou notre petit tableau Gantt, là. Et puis, on est straight to the book. Il faut avoir quand même une certaine ouverture d'esprit, une certaine adaptabilité, là, pour pouvoir innover. Donc, si on doit remplacer, par exemple, cette croyance-là, euh, je veux dire, le succès ici, c'est de pouvoir livrer de Donc, il la faut mettre valeur ça. Et je ne sais pas si. avec l'innovation, livrer de la Non, valeur ça venait. avec l'intelligence Oh, émotionnelle qu'on va mettre autour de notre équipe. Je pense que c'est avec ça qu'on pourra arriver complètement à changer la donne et puis à pouvoir livrer de la valeur là, à nos dirigeants là, pour les PMO, pour les projets en général. Merci, merci Flora. J'aurais tendance à poser la même question à SOS, sauf si, il n'y a pas de complément. Non, je suis tout à fait aligné avec elle, hein. En anglais, on dit stick to the plan, right? On a tendance à se dire, ouais, c'était le plan initial, on se colle à ça. Il faut être adaptatif dans tous les sens. L'agilité, ce n'est pas seulement de connaître les méthodologies agiles, mais c'est d'être soi-même agile dans sa tête. Voilà. Très bien. Merci beaucoup sur vos applaudissements. Merci beaucoup pour ce temps qu'on a passé, hein. On n'a pas vu le temps passer. Si je devrais résumer un peu tout ce qui a été dit durant ce panel, c'est que désormais, hein, on demande à notre chef de projet, le futur chef de projet, que nous sommes devant les innovations qui s'installent. Il faut éviter d'être rigide. Il faut mettre en place, il faut faire preuve de souplesse et chercher à créer de la valeur, à voir comment on impacte positivement les gens. Il faut surtout compter sur l'équipe. Le chef de projet à lui seul ne fait pas le projet, c'est l'équipe qui fait le projet. On s'oriente désormais, le PMO s'oriente désormais vers un PMO qui va être un outil ou une entité qui va aider à créer de la valeur, hein.
Et puis, on dit que en termes de compétences, il faut savoir se vendre, il faut savoir se vendre et vendre ceux pour lesquels on est en train de travailler, avoir des outils de marketing. Surtout, développer son leadership, un leadership qui n'est pas forcément synonyme de hiérarchique ou de diriger, parce que SOE l'a bien dit, leadership est différent de management, donc il faut savoir faire la part des choses. Et pour le PM Book 8, on a bien appris que le changement a déjà commencé. Donc pour nos futurs candidats, même ceux qui vont aller à l'examen avant la date du switch annoncée, qui est juillet 2026, outillez-vous, commencez déjà à, à mieux vous équiper en termes d'approche agile et hybride, hein, au profit, hein, des questions adaptatives, et puis commencer aussi à intégrer vraiment la notion de la valeur, la notion de la valeur. Et puis, tout devrait aller. Il y a un calendrier qui est donné, mais on pourra communiquer suffisamment sur ces différents calendriers dans nos supports de communication. Merci beaucoup. C'est la fin de ce panel 1. Restez toujours connectés. Nous allons passer maintenant à notre deuxième rubrique qui est l'atelier coaching.